Chapitre 2. Moisson et punition. L'air était encore doux et soufflait en veux-tu en voilà des bouffées de chaume blond et de feuilles roussies. De partout, dans le champ pentu et biscornu, on se renvoyait à tue-tête quelques plaisanteries. Filles et garçons se malmenaient à coups de gueule et de rires moqueurs. Les faux s'agitaient, puis venaient les bras vifs et empressés, fagotant des bottes en 2 temps 3 mouvements avant de les envoyer dans la charrette. Le manège dura tout l'après-midi. Bientôt, le déjeuner ne fut plus qu'un lointain souvenir. Louis, pas plus que Séverin, ne ménageait ses forces. Tous deux avaient beau être les fils du chevalier Gaston de Marfont, ils trimaient coude à coude avec le manant et buvaient à la même flasque. Leur père, s'il venait à le savoir, leur tannerait le cuir. On n'aimait pas, même dans une noblesse aussi crottée et désargentée que celle-là, s'abaisser aux tâches du commun. Roland et Geoffroy, leurs frères aînés, eux, n'avaient jamais eu l'idée de se ridiculiser de la sorte. Quereller les garçons du village pour un oui, pour un non, les rosser d'importance ou passer leur journée à chasser en forêt, voilà qui leur souriait plus. Quoiqu'élevés par les mêmes parents, il n'y avait pas plus dissemblables de caractère que les 2 aînés et les 2 cadets. Autant les premiers étaient colériques et pleins de morgue, aussi antipathiques que des marcassins enragés, autant les seconds étaient sympathiques et agréables. Les 2 frères, en tout cas, se régalaient de participer aux moissons. Dépenser leur énergie en compagnie des rudes gaillards du village était une joie, tout comme ces coups de coude échangés par jeu ou les œillades des filles aux cheveux alourdis de brun jaune, surtout ceux de Roselyne, un joli bout de blondinette dont Louis savait Séverin enticher. Quand on avait trop chaud, on allait à la rivière et on s'aspergeait la tête d'eau froide, de cette eau si pure qui dévalait depuis les montagnes et vous glaçait le dos. Il arrivait bien souvent qu'un plaisantin embusqué vous empoigne et vous fasse rouler cul par-dessus tête dans les galets du torrent. Alors quel cri, quel empressement à sortir quand l'eau vous mordait les fesses et les jambes. Et dans la grange, au toit pointu, tout couvert de lauzes, verdi et moussu, que de culbutes dans la paille. On pouvait s'y exercer au vol sans craindre de se rompre les os, en se laissant tomber du haut des poutres sur des tas de foin 3 mètres plus bas. On y jouait aussi des jeux plus discrets, comme Séverin et Roseline, quand Louis n'était pas là pour leur gâcher la bise. Quand enfin le jour tira vers sa fin, les 2 frères avaient le souffle court, le front luisant de sueur, quelques bosses et un sourire radieux aux lèvres. On ferma les portes de la grange, chacun prit la direction de son foyer dans un joyeux concert de bonsoir sur le champ tondu. Séverin en profita pour arracher un dernier baiser à une Roseline qui s'en fut en rougissant. Louis, heureux, inspira profondément l'air du soir. La vallée resplendissait à cette heure, toute cernée de montagnes. L'ombre et la lumière se partageaient les pentes, noires à l'ouest, dorées à l'est, tirant sur le rouge. Le crépuscule roussissait les rochers et faisait flamber quelques plaques de neige agrippées au bonnet des pics depuis l'hiver dernier. La chevelure hirsute des forêts se faisait elle aussi rouquine. Même la Jordanne, leur rivière appennonnait des torrents qui se tortillaient à travers champs, charriaient du feu. Puis l'ombre montait de la vallée pour les envelopper tous. Louis remarqua cependant, pointant leur tête floue et cotonneuse au-dessus du Puy-Marie qui dominait les autres monts, quelques gros nuages sombres à cœur d'orage à venir. Une rafale de vent hargneuse le fit soudain frissonner. Il donna un coup de coude à Séverin qui, indifférent à la beauté du paysage, n'avait Dieu que pour une petite silhouette s'éloignant à l'autre bout du champ. Une silhouette blonde qui se retournait souvent. « On y va ? Ou tu passes la nuit ici ?» Séverin mit quelques secondes à réagir. « Quoi ?» Louis leva les bras au ciel. « C'est incroyable, ça. 3 bises et un sourire, et monsieur est devenu l'idiot du village. » Séverin, qui ne le regardait toujours pas, répondit par-dessus son épaule. « Mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Que si on ne rentre pas avant que l'heure passe dans les assiettes, il va falloir expliquer où on était. Et j'ai envie de pouvoir m'asseoir demain. » Le sourire niais qu'affichait Séverin s'effaça soudain. La soupe était dans les assiettes, et pas loin d'être froide, quand ils arrivèrent au château. Château. Un mot qui fait rêver petits et grands, mais pas ce château-là. C'est que le chevalier de Marfont n'était pas un grand seigneur, tout juste un petit vassal du comte d'Aurillac.
On avait donné les terres de Mandaille à un de ses ancêtres en récompense pour quelques batailles gagnées, mais du bout des doigts, comme on jette un vieil os à un corneau gentil mais malodorant. Et les terres de Mandaille, coincées dans leur bout du monde, n'étaient ni riches ni peuplées, bref. Le chevalier de Marfont était à peine mieux loti que ceux qu'il gouvernait, son Castel aussi. En fait de château, c'était plutôt une grosse ferme de pierre grise que seule une tour crapaude, un peu penchée et en mal de fenêtres, distinguait des autres. On avait beau faire, de quelque côté que l'on se penche, on avait du mal à y voir un château. Triste de murs et de chapeaux, la demeure n'en dominait pas moins le village. Il y avait bien 2 portes, une principale et l'autre plus petite à l'arrière, par laquelle les garçons entraient parfois discrètement, mais pas cette fois. Ils durent tambouriner sur le bois de l'entrée, il faisait presque nuit, on avait tourné les verrous. Autant pour l'entrée incognito. Ce fut Mado, la seule servante de la maisonnée, qui vint leur ouvrir. À sa mine soucieuse, ils surent que l'accueil allait être rude. Ils ne se trompaient pas. Dans la grande pièce qui servait autant de cuisine que de salle à manger, attablée devant le grand cantou, craquait un bon feu, les attendaient les autres représentants de la famille. Le tableau avait de quoi faire peur. Démangé par sa langue de vipère en mal de médisance, Roland, le plus gras et laid de leurs aînés, crin jaunâtre et filasse, la face grêlée de boutons pustuleux à ne savoir qu'en faire, siffla à son voisin. Ils ont encore été traînés au foin avec les ribots, regarde, ils en ont plein les cheveux. Et de ricaner de plus belle. Louis, à cet instant, frère ou pas, leur aurait bien noyé leur sourire de fouine obèse dans leur soupe. Et bien sûr, leur père avait entendu. Il repartait de plus belle, la chaudière rallumée par les paroles de son aîné. « Vous êtes encore allés traîner avec les gueux, je vous l'avais pourtant interdit !» Leur mère de rajouter, la bouche plus pincée que le derrière d'une poule constipée. « De quoi avons-nous l'air si les manants nous voient trimer avec eux ?» Séverin eut le malheur de répondre. De seigneurs bons et compréhensifs, mère, qui se font aimer de leurs gens. Imbécile! La moustache du patriarche en frémissait tellement qu'on aurait pu la croire sur le point de se détacher et tomber dans la soupe. Si les manants nous respectent, c'est qu'ils nous craignent et attendent de nous la protection, pas parce qu'ils nous aiment. À le voir ainsi s'agiter sur son siège, gros crapaud rouge et moustachu, Louis se demanda comment son père pouvait espérer protéger qui que ce soit. Il y avait bien des années qu'il n'avait pas manié la grande épée trônant au-dessus de la cheminée, s'il s'en était jamais vraiment servi. Quant à rentrer dans son vieux aubert de maille, qui rouillait doucement dans un coin de la pièce, entre le garde-manger et la huche à pain, il valait mieux ne pas y songer. Ce que fit tout de même Louis, et l'image de son père, tentant d'enfiler l'armure trop petite, le fit sourire d'une oreille à l'autre. Ce sourire ne fit rien pour apaiser la colère paternelle. « Je te fais rire, Louis. À Malpeste, voilà qui suffit. Vous voulez savoir comment fait régner l'ordre et la loi dans un village? Commençons donc par notre propre maison. » Un grand silence envahit la salle alors que le maître des lieux ruminait son répertoire de brimades et que les 2 garçons se préparaient déjà à quelques coups bien sentis. Louis évitait de regarder Séverin et puis encore ses 2 autres frères qu'il imaginait sans peine, bouffis de joie mesquine à l'idée que leur cadet allait passer une bien mauvaise nuit. Aucun secours à attendre non plus du côté de leur mère, qui suivait en tout les avis de son mari. Elle profitait du moindre écart de Louis pour le réprimander, même quand Roland et Geoffroy s'en prenaient à lui. Seul Mado, qui les aimait comme les fils qu'elle avait perdus, aurait pris leur défense, mais qui l'aurait écouté. La sentence tomba, jetée avec une satisfaction haineuse. « Puisque vous aimez tant rester dehors, vous dormirez dans l'arcère cette nuit. Verra bien demain matin si vous êtes toujours aussi mariole. Et puisque vous avez l'air d'aimer travailler comme la menuaille, vous me nettoierez l'auge à cochon des matines. » La sentence prononcée, tel un petit roitelet confit de satisfaction méchante, il se renfonça dans son siège et les toisa d'un regard mauvais. Dame Roberte ne put s'empêcher d'ajouter, l'œil réprobateur au-dessus de son col trop serré. « Et vous vous en tirez à bon compte ?» Un petit gloussement déplaisant s'éleva de la place de Geoffroy près de son père, qu'il tenta de masquer sans y parvenir. « Et toi, Geoffroy, tais-toi et mange, si tu veux pas les accompagner !» L'insupportable rire se tut aussitôt, et leur frère plongea du nez dans son assiette. « Quant à vous 2, filez, et allez prendre vos quartiers dans l'arcère, je vous souhaite bonne nuit. »
Ils ne se le firent pas répéter et tournèrent talon pour sortir de la pièce. Derrière eux, une voix railleuse, celle de Roland, lança, juste assez fort pour être entendue de seul. « Vous n'irez bonne nuit aux araignées de ma part ?» Louis se retint de répondre, mais se promit bien d'en attraper une, vaille que vaille, et bien grasse encore, pour la coller dans le lit de son frère dès la nuit prochaine. Derrière eux, le repas reprit dans un silence enfumé que venaient seulement troubler les coups de louche et les bruits de déglutition mouillée de la famille de Marfont. On aurait cru entendre manger une pleine portée de verra.